Bonjour à tous, numéro 15 de notre émission hebdomadaire concernant la guerre en Ukraine. La semaine dernière, nous avons examiné avec Jean-Robert Ravio le pouvoir, le fonctionnement du pouvoir de Vladimir Poutine, les institutions russes, la constitution. Et cette semaine, nous allons revenir avec Sylvain Ferreira, évidemment, nous allons revenir vers l'aspect militaire sur le terrain ukrainien. Et ce d'autant qu'il s'est déroulé hier un événement assez important qui a été l'évacuation annoncée de la ville de Kherson ou Kherson, qui est une ville importante, qui aujourd'hui, d'après les Russes, fait partie du territoire de la Russie, puisque le territoire sur lequel elle se trouve a été annexé, et dont l'armée russe a pris la décision de l'évacuer. Alors, le problème qui est intéressant et qui nécessite peut-être quelques clarifications, ce sont les réactions. Les réactions naturellement en Occident, chez ceux qui font la guerre derrière leur écran ou sur les plateaux de télévision, qui ont des cris de victoire, du côté des pro-russes, qui sont aussi loin du théâtre en général et qui déplorent ce qu'ils considèrent comme une défaite, et au milieu, et c'est le plus intéressant, ce sont les Ukrainiens qui sont très circonspects dans leur appréciation et craignent qu'on leur ait tendu un piège, que les Russes leur aient tendu un piège. Donc nous allons examiner ça avec Sylvain. Par la suite, nous allons poursuivre notre activité de réinformation, et je pense qu'elle est très utile. Nous allons élargir nos invités, demander à certains des intervenants qu'on voit peu sur les chaînes mainstream. On les a peut-être vus au début, puis compte tenu de ce qu'ils disaient, ils ont vite disparu. Je pense à Jacques Beau, je pense à Madame Galacteros, je pense à Éric Dénessé, mais il y en a d'autres. Donc, on va voir si on peut un petit peu élargir notre propos et poursuivre ce travail régulier. Alors, sur l'aspect technique, j'insiste, puisque nous avons ouvert une cagnotte Tipeee, on trouvera le lien dans la description, dont je dis et je répète que toutes les contributions, même petites, sont les bienvenues et que cela ne servira qu'à améliorer l'aspect technique. Alors, je vais donner deux petites informations. Premièrement, pourquoi est-ce que je parle souvent de la fibre? C'est que une fois que j'aurai un débit suffisant, au-delà de la qualité des images, je pourrai envoyer à des personnes assez facilement les fichiers pour permettre une post-production, des illustrations sonores, un peu de musique, des extraits, etc. Et comme je le dis, cela normalement est pour bientôt. Et si je dispose de cette fibre, eh bien à ce moment-là, nous améliorerons le studio, les éclairages, les outils de prise de vue, etc. Donc c'est à ça que servira cette petite cagnotte dont je rappelle à chaque fois l'existence. Voilà, bah écoutez, bonne vision de ces explications essentiellement données par Sylvain, et à très bientôt. Bonjour à tous, nous voici de retour. Moi, depuis 8 jours, puisque la vidéo précédente était consacrée avec Jean-Robert Ravio au fonctionnement du système russe. Et aujourd'hui, nous retrouvons notre cher Sylvain Ferreira, qui nous avait fait une grosse infidélité avec une vidéo qui a eu sur TV Liberté, qui a eu 290 000 vues, c'est-à-dire un peu plus que, mais à peine, que ce qu'il fait chez nous. Voilà. Bon, donc on va reparler de choses militaires aujourd'hui. Alors, la première question que je vais lui poser, c'est que on a appris hier qu'il y avait eu un retrait des forces russes de la rive gauche ou droite, je sais plus, je suis dyslexique un peu Droite, moi, la rive droite droite. du Dniepr, et donc on a entendu beaucoup de choses. Je vais dire trois catégories de réactions chez les pro-ukrainiens, chez nous, des hurlements de triomphe, chez les pro-russes, des sanglots sans fin, et puis j'ai l'impression un peu du côté ukrainien, mais Sylvain va nous expliquer ça. Du côté ukrainien, une certaine circonspection.
Hein, prudence, prudence. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe, Sylvain? Allons-y. Alors, je tiens à préciser qu'on parle de Kherson, hein. On ne parle Oui, pas de oui. Fallujah, comme l'a dit le président Biden hier, hein. Ça, Attention, c'est... Oh là 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 là, j'ai vu ça, je, mon je Dieu, mon Dieu. précise, hein, parce que c'est C'est important. tous les jours, il y a un truc. Putain, c'est pas possible. Oui. Oh non, mais c'est terrible, hein. Bon, on en parlera à la Bref, fin de la vidéo. On va dire un petit mot des élections américaines qui sont assez intéressantes aussi en ce qu'elles provoquent chez nous. Enfin, voilà. Bon, donc, voilà. Kherson, Bon, retrait alors, de à Kherson par les Russes. Kherson, alors, d'abord, le retrait n'a pas été effectué hier, hein. C'est la décision de ce retrait qui a été prise hier au cours d'une espèce de conférence d'état-major qui a été filmée et retransmise par la télévision russe, hein, où on a donc le général Armageddon, hein, qui est venu faire son rapport à Shoigu sur l'état de la situation, et il a donc recommandé ce retrait pour des raisons donc qui sont de deux natures, hein, on va dire. La première qui est en rapport avec la sécurité au niveau donc du barrage qui est en amont sur le Dniepr et dont on a déjà parlé il y a quelques semaines et qui est régulièrement visé par l'artillerie ukrainienne, et ensuite par la nature des combats et de la défense de cette espèce de tête de pont par les Russes depuis plusieurs semaines, hein, parce que, enfin même depuis plusieurs mois maintenant. Et donc, au vu de ces circonstances, il s'avère que pour les Russes, il est préférable d'effectuer un repli. Donc, je rappelle, hein, c'est un terrain qui est plat quasiment comme un billard, sur lequel il n'y a quasiment pas de végétation. C'est des champs et de la steppe à perte de vue. Il n'y a pas beaucoup de gros villages, hein. Il y a quelques fermes importantes, quelques villages, mais il n'y a pas de grandes agglomérations derrière lesquelles on peut se protéger. Donc, effectivement, on peut comprendre que pour les Russes, ce ne soit pas très grave de se sortir de là. Par contre, le gros problème, c'est la ville de Kherson elle-même, hein, qui est située sur les deux berges du Dniepr et dont la plus grande partie est sur la rive droite, où là, on se demande symboliquement et politiquement ce que ça veut dire pour les Russes de se retirer de ce qui était la plus grande agglomération passée sous leur contrôle au début de l'opération spéciale. Alors, moi, je veux rappeler un point tout de suite au niveau de l'histoire militaire qui doit nous permettre à chaque fois de mieux comprendre ce que nous vivons, hein. Donc, depuis hier soir, on entend, moi, sur les médias anglo-saxons que je suivais pour les élections américaines, hein, il y a eu des flashs spéciaux pour d'un seul coup nous annoncer la défaite de l'armée russe à Kherson. Alors, faut être clair, en tant que spécialiste de la Première Guerre mondiale, il y a un grand précédent qui nous a coûté très cher à nous, Français, en 1917, hein, qui est l'opération Alberic, au cours de laquelle le grand état-major allemand, qui a plein de fans encore aujourd'hui dans les milieux militaires, a décidé d'une réduction du front dans le nord de la France, dans la région de Bapaume notamment, et qui, ce faisant, a reculé d'environ une vingtaine, une trentaine de kilomètres en moyenne le front allemand, en prenant soin, bien évidemment, de tout détruire sur sa voie de retraite, hein. On a la ville de Bapaume, notamment, qui en a énormément souffert. Et donc, à aucun moment, depuis 1917, cette opération a été jugée comme une défaite de l'armée allemande sur le front occidental, hein. Donc là, on est dans des conditions qui sont à peu près similaires, c'est-à-dire que l'armée russe considère que pour sa sécurité, et en partie pour celle des habitants de la ville, il est préférable de se replier, que le terrain qu'elle tenait n'a pas une importance stratégique d'un point de vue militaire, et donc ce retrait va s'opérer. Alors j'ai vu ce matin qu'il y avait quelques unités qui avaient déjà commencé à quitter les premières lignes, que les Russes hier avaient déjà commencé à faire sauter des ponts, notamment au-dessus de Lingouletsk pour éviter les communications d'est-ouest pour l'armée ukrainienne. Donc, on va voir comment ça va s'opérer, mais il est absolument pas question de défaite militaire, hein. Ça fait des semaines que les Ukrainiens se cassent littéralement les dents sur les défenses russes. On a une estimation qui nous est fournie par les Russes de plus de 9000 morts sur les 2 derniers mois du côté ukrainien pour essayer de prendre de vive force ce secteur d'assaut. Et puis, donc, on peut estimer que ça fait à peu près 30 000 blessés. Donc, c'est des pertes colossales pour des résultats qui ont été très limités. On avait eu un premier
repli qui avait eu lieu il y a quelques semaines d'une petite dizaine de kilomètres, 20 kilomètres, je crois, au plus important. Mais à aucun moment, l'armée russe ne s'est trouvée, ni ne se trouve ce matin encore, en débandade, en fuite, avec des pertes colossales. Tout ça est absolument maîtrisé. Reste à savoir, puisque c'est une question qui est en suspens aussi sur certains canaux, de la possibilité que ce repli s'opère dans de bonnes conditions sans que les Ukrainiens s'en mêlent pour des raisons de diplomatie qui se joueraient dans les coulisses de tout ça. Mais là, pour le moment, on n'a pas d'informations claires à ce sujet. Alors, oui, Alors, mais Sylvain, c'est pas une défaite militaire, ça je comprends bien. C'est même assez oui, convaincant lorsqu'on regarde un petit peu sur le terrain et qu'on sait qu'on est dans une guerre beaucoup plus longue que ce qu'on imaginait au départ. On pensait qu'on allait avoir affaire à une opération militaire spéciale, c'est-à-dire pas une vraie guerre. Or, c'est une vraie guerre qui dure. Hein. On oui. est en période de Rasputitsa, c'est-à-dire il y a de la boue partout, ça va durcir avec l'hiver. On pense qu'à ce moment-là, les opérations militaires seront probablement facilitées. Toujours est-il qu'après les référendums, après l'incorporation de ces républiques dans la Russie, c'est-à-dire que c'est du territoire russe, évacuer une grande ville, hein, je crois que c'était 400 000 habitants, quelque chose comme ça, C'est hein, ça. c'est Mhm. quasiment l'équivalent de Mariupol, hein, Oui, évacuer oui. Kherson, qui avait une grande valeur symbolique, c'est peut-être pas une défaite militaire, c'est vrai que ce serait un peu ridicule de le prétendre, mais c'est quand même un événement politique, j'allais dire une défaite politique, un événement politique extrêmement important dans un conflit qui celui-ci est planétaire, hein, où la communication a une très très grande importance. C'est une communication qui fait évoluer les rapports de force. Ah, tout à fait. Effectivement, on le voit même du côté russe, et je dirais même, on le voit d'abord du côté russe depuis hier, même avant l'annonce officielle, hein, c'est-à-dire il y avait pas mal de rumeurs qui couraient depuis hier matin. On voit bien que effectivement les chaînes Telegram pro-russes s'enflamment et continuent de s'enflammer encore aujourd'hui contre ce retrait. Hein. C'est-à-dire que là, symboliquement, politiquement, les gens vivent ça comme étant une ignominie même pour certains, hein, et ne comprennent absolument pas les raisons qui peuvent motiver le pouvoir russe et l'armée russe à faire ce genre d'opération. Maintenant, il faut raison garder. Il y a déjà un point de comparaison qui est intéressant, c'est qu'après ce qui s'est passé dans la région de Kharkov-Izium au mois de septembre, où on avait vu un Kadyrov extrêmement virulent, plein d'autres responsables de premier plan s'en prendre directement à l'armée russe, y compris à certains officiers généraux nominativement, hein, comme le fameux général Lapine qui avait été vilipendé par Kadyrov au sujet de la défense de Krasny-Liman. Là, on voit une espèce de consensus qui se dessine. Hein, Kadyrov a dit c'est une très bonne décision, hein, qui était effectivement très sensée, très intelligente, etc. On a même Prigogine, hein, le patron de Wagner, qui s'est mêlé lui aussi au cœur des louanges, entre guillemets, sur la décision qui venait d'être annoncée. Donc, ça pondère dans le monde russe l'impact que cette décision peut avoir. Alors, on n'a pas de réaction aujourd'hui, hein, semble-t-il, ni de la Chine, ni d'autres alliés ou soutiens traditionnels de la Russie dans cette guerre en Ukraine. Maintenant, moi, je pense qu'il faut dépasser ce stade-là et voir, alors d'abord au-delà des commentateurs occidentaux, hein, qui globalement se sont encore fourvoyés hier en criant victoire là où il n'y en avait pas, mais s'intéresser surtout à ce que disent les Ukrainiens depuis hier. Hein, les Ukrainiens, notamment à savoir le pouvoir politique, hein, d'une part, et puis aussi les militaires. C'est-à-dire que dès hier soir, on avait la responsable de la communication du front sud de l'armée ukrainienne qui nous disait, oh là là, attention, ne crions pas victoire trop vite, tout ça n'est peut-être qu'une grande opération de désinformation et de guerre psychologique. Hein, n'y allons pas trop vite, nous ne sommes pas encore arrivés à Kherson, et surtout les Russes ne sont pas encore partis. Alors moi je pense que, alors il y a des gens qui ont dit oui, les Russes vont tendre un piège, les Ukrainiens vont avancer, les Russes vont contre-attaquer sans avoir abandonné la ville. Je pense que le piège il n'est pas là, le piège il est peut-être beaucoup plus subtil et les Ukrainiens semblent l'avoir compris sur le plan militaire, c'est qu'en abandonnant cette ville, déjà c'est une ville fantôme qui vont
pouvoir éventuellement conquérir. Hein, et surtout, c'est dans des conditions où ils vont là se retrouver sous le feu de l'artillerie russe qui sera cette fois-ci complètement protégée de l'autre côté du Dniepr sur la rive gauche et qui pourra utiliser ce terrain qui est donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, reste une vaste plaine, hein, complètement dégagée, sans trop d'obstacles, qui va devenir une véritable killing zone pour l'artillerie russe qui est bien largement supérieure à l'artillerie ukrainienne. Et je pense que pour les Ukrainiens, c'est pour ça qu'ils se montrent très prudents à l'inverse de leur soutien ici, et parce qu'ils sont les premiers concernés, ils se disent, si on avance, qu'est-ce qui va nous arriver? Et est-ce qu'on va pouvoir tenir ce secteur? Est-ce qu'on va pouvoir tenir cette ville dans les conditions dans lesquelles les Russes nous la cèdent? Et je pense que c'est ça, la ruse, entre guillemets, des Russes, c'est de placer les Ukrainiens un peu comme ils les ont placés dans la même situation à une moindre échelle avec l'île aux serpents, c'est-à-dire on s'en va, hein, vous pouvez venir, mais si vous venez, ça sera intenable. Hein, je pense qu'on est dans cette logique-là du côté russe, à savoir, oui, oui, ok, vous pouvez avancer. Alors déjà, cette avancée va être ralentie parce que effectivement, la période de la Rasputitsa n'est pas terminée. Et puis ensuite, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire une fois que vous serez au bord de cette rive droite du Dniepr et dans Kherson par rapport au déluge de feu qu'on va pouvoir faire pleuvoir sur vous? Parce que là, maintenant, il n'y aura plus à prendre en compte la sécurité des populations pour l'artillerie russe, puisqu'il n'y a plus personne ou quasiment plus personne sur la rive droite, que Kherson est quasiment vide, l'artillerie russe va pouvoir tirer tout azimut sans se poser la moindre question, et on peut même imaginer que l'aviation russe puisse être de sortie elle aussi, avec des bombardements stratégiques à haute altitude, pour là encore écraser les Ukrainiens. Et je pense que les Ukrainiens ont très bien compris ce risque et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils se montrent extrêmement prudents et qu'ils ne crient pas victoire aussi vite que leur soutien en Occident. Alors sur le soutien en Occident, effectivement, mais je veux dire, il ne faut pas trop en demander à ceux qui effectivement ont une expérience militaire assez faible et puis surtout ont un parti pris hein, qui est légitime. C'est que bon, naturellement, la France, de ce point de vue-là, se signale. On a des discours enflammés, moins dans les pays anglo-saxons. Hein. C'est plus contrasté, c'est plus contradictoire. Alors, ça a été un petit peu obéré par ce qui se passe autour des élections, mais effectivement, la France, une fois de plus, se signale. Il vaut mieux pas aller traîner sur les réseaux ou regarder les chaînes d'infos parce que de nouveau, on a de sortie nos pseudo-experts, ceux que certains, et moi je ne suis pas de cet avis, appellent les gamelins. Hein, je pense que ce sont des gens qui sont stipendiés et qui défendent des intérêts pour des raisons sonnantes et trébuchantes. Mais même chez ceux-là, il y a une certaine circonspection. Et c'est ça que je trouve intéressant. Hein, ceux qui nous avaient vendu que l'armée russe était des salauds, qu'elle n'avait plus de munitions, que ses plans avaient échoué, etc. Là, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus prudents. Hein. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Sylvain? On a constaté avant même l'annonce d'hier, hein, puisque on a vu que le colonel Goya avait été auditionné le 2 novembre dernier par la Commission Affaires étrangères et défense du Sénat, qu'effectivement, même lui annonçait, ce qui était également partagé par d'autres, y compris moi, le fait que Kherson pouvait devenir une espèce de petit Stalingrad sur le Dniepr, hein, c'est-à-dire que les Russes allait y attirer les forces ukrainiennes pour un combat urbain dantesque avec en plus cette similitude à laquelle nous sommes sensibles au niveau des dates par rapport à l'anniversaire de la bataille de Stalingrad. Donc, voilà, les gens sérieux, fussent-ils sur d'autres positions que les nôtres, effectivement, commencent à montrer que bon, cette histoire de Kherson n'est pas aussi simple, hein, n'est pas aussi évidente que d'autres ont pu nous le proposer depuis hier soir, que ça allait être la grande victoire et que du coup l'armée russe en était encore une fois pour un énième coup. Alors c'est assez bizarre parce que ça sera encore un énième coup qui lui est porté, mais elle tombe toujours pas. Hein, ça c'est toujours Oui, elle devait très s'effondrer intéressant dans déjà le depuis un narratif. moment. C'est-à-dire qu'elle continue d'encaisser des coups, c'est la plus mauvaise du monde. Hein. On a vu notre ami Yakovlev se répandre et se En faire insulte. ramasser.
Carrément en Voilà, insulte. voilà, en insulte. Bon, il s'est fait ramasser par un de ses pairs, hein, puisque le général Pinatel lui a fait remarquer qu'une armée d'imbéciles avait conquis 100 000 kilomètres carrés à l'Ukraine en quelques semaines à peine, enfin même pas quelques semaines, en quelques jours, hein, et que, bon, pour le moment, l'armée ukrainienne… Sylvain, à 5 contre 1 en défense, c'est-à-dire Oui, à 5, oui, 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 en infériorité numérique, numérique etc. massif. Et que maintenant que l'armée ukrainienne est en supériorité numérique, elle n'a toujours récupéré que 8000 km² sur les 100 000 que l'armée russe lui a pris. Donc, il faut raison garder, il faut redescendre d'un ton, hein. Et puis, une fois encore, parce que c'est ça qui est extrêmement important, c'est qu'il faut comprendre, et c'est pour ça que les Ukrainiens sont les premiers à manifester de la méfiance et de la circonspection, c'est que c'est eux qui font cette guerre à la Et fin, oui. hein. Voilà, c'est-à-dire que là, si ça leur a déjà coûté 9 500 morts et donc à peu près 30 000 blessés depuis 2 mois pour essayer de reprendre ce saillant de vive force, il faut comprendre qu'ils n'ont pas forcément encore les moyens de remettre le couvert tout de suite, qu'ils n'ont pas forcément l'envie, et que surtout les conditions climatiques auxquelles on va faire face d'ici 15 jours vont les contraindre à des difficultés encore plus grandes. Donc, c'est bien beau ici de dire oui, l'Ukraine, 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 hein, mais en attendant, c'est les Ukrainiens qui sont au combat, c'est les Ukrainiens qui meurent, et c'est pas à nous de déterminer le calendrier de leur mort, hein, parce que ça, je trouve que c'est la chose la plus abjecte à laquelle on assiste finalement depuis le début du conflit, hein. Voilà. Ça, tout à fait, c'est-à-dire qu'on est très généreux avec le sang des autres. Bon, on va pas citer de nom, mais si jamais ça vient à leurs oreilles, je pense ils se sentiront visés. Euh, et ce d'autant, je rajoute une chose concernant cette situation, concernant le rapport de force, parce que moi, je me détermine lorsque j'ai appris cette histoire de Kherson, j'ai pas très bien compris. Donc j'ai essayé de comprendre justement. Mais c'est que entre temps, depuis 2 mois, ça fait 2 mois qu'ils essayent de prendre Kherson, ça leur coûte très cher. Il y avait eu ces 3 offensives contre-offensives qui étaient manifestement décidées, organisées par l'OTAN. Il y a eu le Nord, c'était un peu une victoire à la Pyrrhus dans la mesure où ça leur a coûté cher et puis que les Russes se sont retirés là aussi. Alors, s'ils se retirent tout le temps en refusant le combat, effectivement, au bout d'un moment, ils vont se retrouver en Crimée, hein. Mais toujours est-il que depuis cette date, il y a eu les bombardements et qu'aujourd'hui, l'état dans lequel se trouve l'Ukraine est quand même préoccupant pour ceux qui doivent de ce côté-là mener cette guerre, parce que le système énergétique est quasiment par terre. Il y a un certain nombre d'autres infrastructures qui sont profondément détruites. Pour mener un conflit de haute intensité, ce qu'il est, ce conflit. Parce que moi, je pars toujours, lorsqu'on me dit l'Ukraine va gagner, ils vont conquérir la Crimée, etc., je me dis toujours, non, attends, il y a un pays qui est développé de 160 millions d'habitants, c'est-à-dire 4 fois quasiment ce qui reste aujourd'hui en Ukraine, hein, qui a une industrie, qui a une des meilleures armées du monde techniquement, avec, je veux dire, sur le plan stratégique, et en face, donc, l'Ukraine qui est en partie détruite au niveau de ses Oui. infrastructures. Donc, je pense que le rapport de force qui est, est qui, qui est détruite et qui est, comme le rappellent les enjeux de l'élection américaine, qui est dépendante de l'aide occidentale. Parce que c'est ça aussi, c'est que c'est un État qui est enfin, c'est un État dont l'armée est sous perfusion. N'oublions pas, il n'y a pas que hein, l'armée, hein. oui, mais enfin là, par rapport au fait de mener la guerre, si l'OTAN, du jour au lendemain, sous l'influence d'un changement de régime, entre guillemets, aux États-Unis, ou d'une baisse drastique des crédits que l'Amérique met à la disposition de l'armée ukrainienne depuis 7 mois, si tout ça s'arrête ou se réduit fortement, on va tout de suite voir l'armée ukrainienne baisser en qualité de combat. Non pas parce que les hommes seront devenus des lâches, absolument pas, mais parce que les matériels, les munitions, tout ce qui leur permet aujourd'hui de mener la guerre va disparaître à mesure que les combats continueront. Donc on a effectivement la partie énergétique qui est KO debout. On nous parle, ne l'oublions pas, parce que la guerre, c'est un ensemble, hein, c'est pas juste, tiens, cette histoire de Kherson qu'on va mettre en exergue dans les journaux télé en France. C'est d'abord, la semaine dernière et le week-end dernier, on nous parle de l'éventualité d'évacuer la population de Kiev.
qui est une des plus grandes agglomérations d'Europe occidentale. On nous parle d'évacuer jusqu'à 3 millions de civils. Hein, alors, les chiffres ont été un peu révisés à 1,5 million, etc. Mais enfin, c'est des choses, c'est plus que tous les réfugiés cumulés de la débâcle de 40 jetés sur les routes. Faut se rendre compte de la réalité. C'est-à-dire qu'on a un État qui doit d'abord faire face à ça et qui ensuite doit savoir comment il va continuer d'entretenir le front avec des hommes, avec du matériel, etc., etc. Donc voilà la réalité de la guerre en Ukraine aujourd'hui, avec laquelle il faut composer une image globale et pas se fixer uniquement. Il faut s'intéresser bien sûr à ce qui se passe à Kherson, mais il ne faut pas le décorréler de tout ce qui se passe autour. Parce qu'effectivement, pour l'Ukraine, la situation est extrêmement compliquée. Et en fonction de ce qui va se passer aux États-Unis, ça risque de devenir encore plus compliqué. Et ce qui se passe en Europe, hein, faut pas oublier Ah oui, aussi bien que sûr. Ah l'Europe, oui, l'Europe a beaucoup donné à la demande des Américains, mais que là, on arrive au bout aussi. On arrive au bout faute de moyens, hein, et aussi faute de volonté politique très affirmée. Hein. Le voyage de Scholz, c'est assez intéressant d'ailleurs, le voyage de Scholz en Chine pour essayer de se sortir un peu du piège dans lequel il a été mis par le sabotage des gazoducs, sabotage dont chacun sait bien que ce sont les États-Unis, enfin probablement plutôt d'ailleurs les Britanniques qui l'ont fait, c'est très contradictoire. Pendant qu'il était en Chine, Baerbock, la ministre des Affaires étrangères verte, hein, parce que les Verts, ils sont essentiellement verts de gris, hein, ce sont c'est des ça, c'est bellicistes ça. comme pas possible, chasser le naturel, il revient au galop. Et donc, a protesté et elle a rencontré Blinken exprès à ce moment-là, au même moment, pendant que Scholz était en Chine pour essayer de se sortir un petit peu d'une situation extrêmement grave, à la demande d'ailleurs des secteurs économiques de l'Allemagne, ben on venait recevoir en grande pompe Blinken pour dire pas du tout, non, non, la guerre, la guerre, la guerre. Bon, toujours est-il qu'il y a l'Europe. Alors, à ce sujet, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de ces braves gens, armons-nous, armons-nous et partez, hein, allez vous faire tuer, comme ça nous permettra de prendre la pause sur les plateaux. Euh, il y a eu une information qui est sortie dans Mediapart, reprise par deux députés LFI. Respect pour eux, parce qu'ils l'ont fait, il fallait le faire. Hein. Ces articles qui ont été repris ensuite dans le reste de la presse, qui ont été développés, où on constate que nos soldats qui ont été envoyés là-bas, en Roumanie, hein, près du théâtre d'opération, sont dans des conditions scandaleuses, hein, inadmissibles. Et là, sur cet aspect des choses, on n'a entendu personne. Hein, du côté des experts de plateau, du côté des grands donneurs de leçons, là, muet. Hein. Quand il s'agit de la défense de notre pays qu'on déshabille, hein, ou de la situation de nos soldats, ils deviennent muets, hein, histoire de ne pas contrarier leur maître américain. Tout à fait, tout à fait. Là, c'est quelque chose qui est absolument phénoménal, c'est-à-dire que les articles sont passés en fin de semaine la semaine dernière. Hein. On a vu donc cette explication avec ce témoignage d'un de nos soldats, bien évidemment, témoignage sous couvert de l'anonymat, nous expliquant que bah, tout allait à volo, hein, finalement, c'est-à-dire que l'intendance si Ne chère suis au pas. général de Gaulle n'avait pas suivi, hein, et que les hommes mangeaient de la nourriture qui n'était pas acceptable, qu'ils avaient froid, que l'hébergement était en dessous de tout ce qui était entendable. On a d'ailleurs constaté malheureusement que ceux qui avaient été hébergés ailleurs que dans des tentes ou dans des camps militaires bah, pouvaient risquer leur vie, hein, puisqu'il y a quand même un des nôtres qui a été assassiné, on ne sait pas encore comment, dans un hôtel, on l'a retrouvé avec une paire de ciseaux dans la gorge. Bon, alors on ne sait pas encore à quoi c'est dû, mais enfin, c'est quand même loin d'être brillant. Et puis surtout, ben, effectivement, on s'étonne que les gens qui d'habitude sont capables de nous dire tout ce qu'ils pensent de mal de l'état de l'armée russe, hein, du fait qu'elle est commandée par des idiots, que ce sont des salauds, qu'elle est au bord de l'effondrement. Là, hop, la grande muette à nouveau. Hein, ils ont récupéré leurs réflexes quand ils portaient encore l'uniforme. Là, pas de son, pas d'image pendant plusieurs jours à ce sujet, donc c'est assez déplorable et ça en dit long effectivement sur les raisons pour lesquelles on les voit sur les plateaux télé qui sont loin d'être honorables et qui sont loin surtout des contingences dans lesquelles ceux qui sont d'actifs sont plongés aujourd'hui par la décision de nos politiciens. Voilà. Alors,
est-ce qu'on essaye un peu de prospective? Est-ce qu'on va faire prendre des risques à Sylvain, hein? Les gens font des captures d'écran en disant voilà ce qu'il a dit à ce moment-là. Jusqu'à présent, c'est pas trop trompé, hein. Comment est-ce qu'on peut voir les mois qui viennent? Parce que bon, on entend tout un tas de choses. Bon, naturellement, ça, ce qui n'est pas très sérieux, hein, c'est que l'Ukraine va tout reconquérir, y compris la Crimée. Et de l'autre côté, les Russes vont balayer tout ça d'un revers de main. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme situation au sortir de l'hiver, hein, c'est-à-dire au mois de mars, un an après le début de l'opération? Alors, déjà, il y a quelque chose qui est important qu'il faut mettre à la connaissance de nos auditeurs, c'est qu'on a découvert, grâce à nos amis du cercle Aristote, que l'été avait été très calme en fait entre les Ukrainiens et les Russes, parce qu'il y avait eu une longue négociation qui était sur le point d'aboutir entre les deux États, hein. Donc ça, c'est très important pour comprendre pourquoi tu disais ils font durer le plaisir, et pourquoi moi je disais mais pourquoi ne mettent-ils pas un coup d'épaule dans l'édifice de l'armée ukrainienne. Donc voilà, on a des informations, hein, c'est les aléas du direct, aurait dit d'autres en d'autres circonstances. Il y a des éléments qui n'étaient pas portés à notre connaissance cet été et qui nous ont engagés dans tel ou tel aspect de nos analyses. Maintenant, aujourd'hui, bah, il faut le rappeler, je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de bruit au sujet de négociations, notamment par rapport à cette histoire de Kherson, hein, où certains disent oui, c'est un des éléments qui aurait été mis dans la balance de cette éventuelle négociation. Donc, il est pas, on ne peut pas balayer du revers de la main que des négociations auraient déjà commencé ou vont commencer, et que Kherson aurait peut-être été un des pions dans cette balance diplomatique, hein, premièrement. Ensuite, deuxièmement, on peut se dire que la mobilisation partielle de 300 000 hommes par la Russie, qui est loin d'être gratuite sur le plan financier, hein, et l'entretien et la remise à niveau de ces troupes-là, là encore, c'est pas gratuit, doit finir par servir à quelque chose. C'est-à-dire que sur le plan militaire, il va falloir qu'à un moment ou à un autre, il y ait quelque chose de nature pas forcément spectaculaire, comme il y en a eu au cours des premiers jours de l'offensive en février, mais qui est symboliquement, comme on disait tout à l'heure par rapport à Kherson, et politiquement quelque chose qui soit à mettre sous la dent, entre guillemets, du public russe, hein, et des Russes, pour qu'on ait l'impression qu'il y ait des progrès, qu'il y ait des avancées, et que tout ça n'a pas été fait juste pour de la communication, ce qui, connaissant les Russes, n'est pas vraiment leur habitude. Donc on sait aujourd'hui que le front est toujours embrasé depuis Pavlovka, tout le long de du front en République populaire de Donetsk, hein, jusqu'à Kupiansk, hein. On a des combats, alors là c'est en République populaire de Lugansk, on a des combats de manière ininterrompue. Alors du côté du secteur de Donetsk, ce sont les Russes qui sont à l'offensive. Alors c'est des offensives qui gagnent très peu de terrain, mais sur des endroits extrêmement bien défendus. Alors ça grignote, ça a contraint au moins les Ukrainiens à redéployer des réserves. Du côté de Kremena, Kupiansk, c'est l'inverse, c'est les Ukrainiens qui continuent d'attaquer, mais sans plus de succès que ce qui s'est passé du côté de Kherson. Ça leur coûte beaucoup de monde. Donc on peut imaginer que là, les Russes nous ont dit, bah, les troupes qu'on va retirer de Kherson, on va pouvoir en redéployer une partie ailleurs, plus la montée en gamme avec les gens qui sont dans la mobilisation partielle. Il va falloir qu'à un moment donné, il y ait une offensive importante, au moins en termes de taille et de moyens mis en œuvre, qui ait lieu du côté russe. Ça peut pas ils peuvent pas en faire l'économie. Enfin, en tout cas, à mes yeux, ça me paraît difficile de continuer de jouer le pourrissement au prix que ça finit par leur coûter, même en roubles sonnants et trébuchants. Alors moi, je voudrais ajouter une chose avant de passer au sujet des élections américaines. C'est que le théâtre ukrainien, moi je l'ai toujours vu comme ça, le théâtre ukrainien n'est qu'une partie d'un affrontement mondial, d'une guerre hybride, hein, et que j'appelle pour dire par commodité, Occident contre reste du monde. Les choses continuent à évoluer très vite. Elles continuent à évoluer très vite. J'ai encore vu hier une déclaration du ministre des Affaires étrangères indien, hein. Alors on nous avait dit les Indiens, les Chinois sont fâchés contre, c'est pas du tout exact, hein. Que ce soit les Chinois ou que ce soit les Indiens, ils apportent, alors que entre eux c'est pas toujours terrible, hein. Ils apportent un soutien sans faille
aux, aux Russes. Et puis bon, naturellement, il y a la queue dans la salle d'attente des BRICS, la queue dans la salle d'attente de l'organisation de Shanghai, les difficultés de l'ONU. Bon, on va pas rentrer dans le détail. Ce qui se passe en Amérique latine, ce qui se passe en Afrique, qui montre que ce monde est en train de changer. C'est pas que les Russes vont gagner, c'est pas ça. Le problème ne se pose pas de cette façon-là, mais il est clair que la guerre en Ukraine, c'est-à-dire la volonté d'affronter les États-Unis, parce que c'est une guerre Russie-États-Unis, a déclenché un processus qui est celui d'un changement majeur de fonctionnement de la planète. Alors, dans ce cadre-là, on a les élections mid-term aux États-Unis, hein, qui portent sur la totalité de la Chambre des représentants et sur un tiers du Sénat. Hein. Donc, qu'est-ce que on peut en dire, d'après toi, Sylvain, aujourd'hui, c'est-à-dire 2 jours après? Ah bah déjà, ce qu'on peut dire, c'est que on a la confirmation que les États-Unis sont restés à la fin du 18e, début du 19e siècle pour régler des élections de cette taille. C'est-à-dire que là, ceux qui n'avaient pas vécu l'épisode de l'élection de Bush fils au début du siècle vont être gâtés. Ceux qui n'avaient pas bien suivi 2020 vont être gâtés. C'est-à-dire qu'on est presque aussi 48 heures après le passage dans les urnes et qu'on a encore, je ne sais pas, 40 sièges de la Chambre des représentants qui ne sont pas attribués. On a 3 sièges au Sénat qui ne sont toujours pas attribués. Alors, il y en a un, on nous l'a évacué, on nous dit qu'il va falloir qu'il y ait un second tour, ce qui est très rare aux États-Unis, puisque personne n'a fait 50,001 voix. Et puis, on a ce cas de l'Arizona où, bon, là, on se dit, alors voilà, les États-Unis, ça reste quand même une puissance Potemkin dans pas mal de domaines. C'est-à-dire qu'on nous dit, alors c'est marrant, c'est le même comté, dans le même État que pour les élections présidentielles. Il y a un problème d'imprimante depuis 2 jours qui n'arrive pas à imprimer les bulletins, enfin les résultats des votes. Hein, voilà, c'est l'imprimante qui empêche de savoir si ce siège, comme ça semble être le cas, va passer du côté républicain au Sénat. Bon, voilà, Alors, c'est c'est très intéressant. J'ajoute, Sylvain, j'ajoute qu'il y a 2 candidats qui étaient morts depuis 3 mois qui ont été élus. Hein. Donc, on ne fait pas voter ah, les morts, on élit les morts. C'est assez joli. voilà. Non, on se moque, on se moque. Bon, moi, j'ai une expérience de droit électoral français. Pendant toute ma carrière, j'en ai fait beaucoup. J'ai même écrit des livres à ce sujet. Hein, et donc, c'est tellement éloigné leurs pratiques, qui sont des pratiques traditionnelles, les questions des primaires, et surtout, je crois, ils ont un système électoral qui ne garantit pas des élections sincères. Ce qu'on appelle la sincérité du scrutin en droit français, hein, c'est pas seulement les fraudes, hein, c'est simplement l'égalité des armes, l'organisation de la campagne, etc. Hein, et donc chez eux, c'est quand même un grand foutoir, mais qui fonctionnait jusqu'à présent, me semble-t-il, hein, qui fonctionnait jusqu'à présent parce que il y avait un consensus, c'est-à-dire que les 2 partis, d'abord il y avait un système bipartisan, et que les deux partis finalement étaient d'accord sur l'essentiel étaient d'accord sur l'essentiel. Et d'ailleurs, l'élection, je ne devrais pas utiliser ce terme, la désignation par la Cour suprême de George Bush en 2000, à la suite de fraudes massives organisées par son frère en Floride. On se rappelle qu'on a compté les bulletins pendant 2 mois, hein, et au bout d'un moment, la Cour suprême a dit ça suffit, c'est George Bush. Al Gore a accepté, il y a dû avoir des contreparties, hein, mais il a accepté. Aujourd'hui, je pense que ce ne serait plus possible. C'est-à-dire que l'Amérique est très divisée en 2 blocs qui se haïssent et qui, à mon avis, sont irréconciliables. Donc à ce moment-là, ces défauts qui passaient, hein, apparaissent de façon criante. Et donc moi, bien évidemment, j'entendais ce qu'on disait, les sondages, etc. C'était comme pour Lula et Bolsonaro, hein, comme d'habitude, Oui. il y a eu des surestimations, sous-estimations. Je pensais personnellement, moi, que ces élections, leur principal résultat serait de laisser chacune des forces dans le refus ou de la défaite ou de la victoire. Hein. C'est-à-dire Ah oui, que, oui, oui. effectivement, et ça, c'est très préoccupant pour les États-Unis, parce que ce qu'on a pu voir, y compris dans la campagne, dans les termes utilisés, dans les affrontements, c'est quand même assez sévère.
C'est quand même assez sévère. Ah oui, Bon, il y a beaucoup de pessimistes qui disent que ce pays est en train, non pas de s'effondrer, parce que ça, ce serait pas, ça reste une puissance, mais est en train de se désintégrer. Hein, et oui. donc, je Ah, pense que, y compris ce que ça tu viens de rappelle une décrire, c'est un période de symptôme. ça rappelle une période de leur histoire que j'ai un peu étudiée. Oui, Qui nous dit que, bon, voilà, comme l'avait dit Lincoln, hein, c'est house divided, hein, la maison est divisée et elle est encore plus divisée, je pense, qu'elle ne l'était en 1859-1860. Et donc, je pense que le résultat de cette division dont tu viens de rappeler les tenants et les aboutissants, et puis surtout le caractère vraiment très dur, très, très fort de cette ligne de séparation, je pense qu'il peut entraîner effectivement une désintégration, mais sous une forme qu'ils ont déjà connue, hein, puisque personne, tout le monde oublie quelque chose de très important sur la guerre de sécession, c'est l'aspect du droit, justement. C'est-à-dire que personne n'a jamais réglé la question du droit à la sécession. Tout le monde a condamné le fait que les États avaient quitté l'Union d'un point de vue politique. Hein, mais personne n'a jamais réglé la constitutionnalité de leur action. Hein, on a dit, voilà, ils doivent abolir l'esclavage, tout ça, très bien, mais personne n'a jamais pu. Alors déjà, en plus, il y a le problème du Texas, qui lui est un véritable État, une vraie république qui existait avant, etc. Mais au-delà du Texas, qui était un des 13 États confédérés, jamais personne n'a réglé d'un point de vue du droit constitutionnel, le droit d'un État américain à quitter la fédération américaine. Voilà. Hein, on a laissé cette question en suspens. On a considéré que la parole du vainqueur suffisait à dire que c'était impossible. Moi, j'en suis absolument pas certain. Et donc, effectivement, demain, ce système qui s'est complètement coupé en deux et qui se fait face peut à nouveau retomber dans des travers comme ceux qu'il a connus au XIXe siècle. on va pas le leur souhaiter, hein, et puis bon, Ah on va non, faire non, une dernière remarque sur la façon dont ça réagit en France, avec une méconnaissance alors extrêmement importante de ce que sont les systèmes américains, la manière dont fonctionne cette démocratie. Là, on nous a dit défaite de Trump, je sais pas, on nous a dit je sais pas quoi d'autre. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. Hein, on va voir si les républicains prennent la majorité à la Chambre des représentants et peut-être au Sénat. Ça changera la donne politique, mais quand même, je pense que c'est plus l'affrontement politique qu'il y a derrière qui est important. Et puis, ils sont quand même toujours dotés d'un président dont l'état de démence sénile saute aux yeux absolument tous les jours. Ça ne veut pas dire que ce pays n'est pas gouverné. Ça veut dire simplement que, effectivement, dans le fonctionnement de l'État, il est aussi très divisé, reflet des divisions du pays. Donc, tout à on ne va fait. pas leur souhaiter le pire, mais on pense que quand même, c'est pas une situation très réjouissante. Voilà, bah Tout à fait. écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions qu'on avait décidé d'aborder. Il y en a toujours beaucoup d'autres, hein, et on vous dit à très très bientôt. À très bientôt.